Et c'est parti. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Bite Zone. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de quitter le Kinder Arena. Il va être très important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension qui s'appelle l'IT Zone. Vous voici alors en 50 après Unix, soit en 2020 de notre ère, dans un petit pays de l'Europe de l'Ouest qui s'appelle la Gaulerie. Et vous êtes maintenant chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie a décidé de se lancer dans la réforme de son système éducatif, et vous apprenez à travers votre manager que vous allez devoir organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Alors, comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin. Et vous apprenez aussi que vous allez devoir faire appel à des cabinets de conseil externes pour mener cette réforme. Vous n'avez même pas le temps de protester, que votre supérieur vous explique que cette directive émane du dieu Jupiter lui-même. Vous glissant, au passage, de rajouter le cabinet McKinney dans l'appel d'offres parce qu'il nous faut un petit prix d'amis à 500 000 €. Alors, comme vous l'aurez peut-être compris, il s'agit d'une dystopie anachronique gallo-romaine et toute ressemblance avec des faits de notre actualité sera peut-être fait exprès. Alors, McKinney, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous ne savez pas réellement ce qu'ils font. Donc, vous décidez d'aller sur leur site internet. Donc, on va aller dessus, le vrai en prod. Donc, il n'y a pas trop d'informations là. On voit qu'il y a un arc de triomphe, donc petit côté winner. Mais il y a deux choses très importantes sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. La première, c'est que McKinney s'écrit France dans l'IT Zone. La Gaulerie s'écrit France dans l'IT Zone, et McKinney s'écrit avec un S qui ne se prononce pas. Ça, c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de Stoke. Alors, le but, là, c'est de savoir comment ils peuvent vous aider dans la réforme du système éducatif. Rassurez-moi, vous en avez déjà entendu parler. Ouais, d'accord. Donc, en scrollant un petit peu, vous découvrez leur première proposition de valeur. A priori, ils jouent le rôle d'accélérateur de l'innovation dans plus de 200 domaines d'expertise. Bon, a priori, c'est un gros cabinet de conseil. Mais il y a quelque chose d'assez particulier ici, c'est qu'au plein milieu, on vous dit qu'ils ont 5000 profils technologiques. C'est bizarre. Pourquoi mettre en avant un de leurs domaines d'activité alors qu'ils en ont 200 ? Bon, c'est pas grave, continuons. Ensuite, on essaye de vous créer de l'empathie, en fait, en vous présentant des membres de leur équipe. Alors, qu'on s'entende bien, on est sur leur homepage, donc il ne s'agit pas de n'importe qui. On a ici la directrice générale de McKinney en Gaulerie, un membre du conseil exécutif mondial et chef de pôle d'assurance de chez McKinney. Vous pouvez voir aussi que pour chacune de ces personnes, il y a une page qui leur sont dédiées. Super, ça vous fait une belle jambe, mais ça ne vous aide pas dans la mission que vous avez. Donc revenons sur la page principale. Vous voyez ici, il y a un premier call to action qui vous invite à découvrir d'autres profils. Donc allons voir qui sont ces personnes. Eh bien, encore une fois, il ne s'agit pas de n'importe qui. Ce sont des directeurs et des seniors directeurs, mais vous voyez que chacun d'entre eux est spécialisé sur un pôle, dont transformation opérationnelle des acteurs industriels, le McKinney Cancer Center, je ne savais pas qu'ils avaient des médecins et qu'ils possédaient peut-être des labos et des hôpitaux, et le digital, donc a priori, ils ont des gens qui font des choses avec leurs doigts. Donc, le but, c'est de savoir s'il n'y aurait pas, par exemple, quelqu'un spécialisé dans l'éducation. Non, c'est mal parti. L'enseignement, peut-être ? Non plus. Bon, ok. Ça ne s'annonce pas super. Oups. Ensuite, démonstration de savoir-faire. Avec leur publication. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? L'humain, capital au cœur de la performance durable de l'entreprise. Je ne sais même pas si c'est une vraie phrase, ça, mais c'est pas grave. Réindustrialisation, stratégie industrielle, secteur bancaire, triple transition dans le secteur de la distribution. Triple transition, attention, hein, c'est costaud. Hein. Ça a l'air très intelligent, mais rien lié à l'éducation. Et ensuite, il y a un gros encart qui vous invite à aller travailler chez eux. Alors là, vous commencez à ne plus rien comprendre, parce que vous n'êtes pas du tout le profil pour ça.
Et vous vous demandez aussi pour qui a été fait ce site internet. Est-ce que c'est fait pour rouler des mécaniques et attirer des candidats et des candidates potentiels, ou pour créer des leads avec des clients? Et ça finit par leur position de leur bureau dans la capitale. Donc là, ça fait bien 5 minutes que vous êtes sur ce site internet et vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider. Mais quand vous êtes arrivé, vous vous rappelez que vous avez vu un menu là tout en haut, donc Super User Experience, parce que ça reste là, avec un onglet qui s'appelle Notre métier. Donc allons découvrir quel est leur métier. Et il s'avère qu'a priori, c'est des boules en 3D qui tournent. Donc, ce qui va renforcer ce sentiment qu'ils essayent de se positionner sur la tech, alors que c'est pas du tout, mais pas du tout, en fait, vous en fichez, en fait. Vous êtes là pour l'éducation. Bon, vous êtes sur le point de lâcher l'affaire lorsque vous voyez cette superbe animation qui vous invite à scroller un peu plus. Peut-être que vous allez finir par trouver l'information dont vous avez besoin. Et qu'est-ce qu'on voit? Super! Ils ont une organisation matricielle. Encore une fois, vous en fichez. Cependant, bon, si on cherche vraiment, vraiment beaucoup, là, il y a une page dédiée à l'éducation, et enfin, on a leur proposition de valeur, donc il fallait vraiment creuser, ce qu'ils savent faire, témoignages de leurs clients, leurs publications, et comme on ne change pas une formule qui gagne, à la fin, il y a les gens qui travaillent sur ce pôle, mais il ne s'agit pas encore de n'importe qui, parce que ce sont les partenaires, les senior partners, qui sont eh bien, le haut de la chaîne alimentaire des consultants. Les pauvres petits business analysts, vous ne les trouverez même pas sur ce site Internet. Donc, en définitive, vous avez plus appris sur l'organisation de McKinney et leur organigramme que sur la manière dont ils peuvent vous aider. Et vous repartez alors avec une sensation de frustration, vous n'avez pas l'impression d'avoir très bien investi votre temps, et ça, ce n'est pas dû au hasard. C'est parce que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. L'IT Zone est un monde où science et croyances se mêlent pour ne faire plus qu'un, et c'est un monde qui est gouverné par des forces invisibles qui ont une grande influence sur ce que chacun va produire. Parce qu'on pourrait blâmer ici, en fait, les designers du site de McKinney pour cette piètre user experience, mais en réalité, il existe un phénomène qui a partiellement influencé le fait qu'ils allaient designer le site de cette manière. Pour trouver une explication, il faut revenir en 1998. Le New York Times publie une qui va changer la face de l'IT Zone en mettant en avant les exploits du docteur Jacob Nielsen, qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'est pas l'inventeur de la souris, alors qu'il a l'air très content d'en avoir une dans la main. Qui pose comme ça, sérieux? Mais bon, c'est pas grave. Et en fait, à l'époque, il était considéré comme le gourou de l'ergonomie de la page web, hein, c'est ce qui est marqué là, voilà, je vais y arriver. Et c'est un des pionniers de la user experience. Il s'est notamment lancé comme mission dans les années 90 de rendre le web plus utilisable, parce qu'il s'était rendu compte que les entreprises qui développaient leur site internet avaient tendance à vouloir suroptimiser une métrique d'indexation dans les moteurs de recherche qui s'appelle le SEO. Alors, ce n'est pas vraiment le SEO, c'est plus vieux que ça. C'est le CIO. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Bah, pourtant, c'est le C-Level Ego Optimization. Alors, mais ce n'est pas une blague, parce qu'en fait, en 97, dans un article qui s'appelle Top 10 Mistakes of Web Management, il nous dit, son top 3, c'est le fait de laisser la structure de son organisation se refléter dans son site Internet. Il explique que les utilisateurs n'ont pas à savoir comment votre compagnie est organisée, donc ils ne devraient pas être capables de déduire la structure de votre organisation à partir de la structure de votre site Internet. Et qu'un signe classique d'un website mal conçu, c'est lorsque sur la homepage, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. Chose que vous ne devez pas du tout de vivre là, en 2023, en production. Il est rejoint, en fait, dans ses observations par un autre pionnier de la user experience, le docteur Nigel Bevan en 1998, qui, dans un papier qui s'appelle Usability Issues in Website Design, nous explique pourquoi les sites sont si frustrants à utiliser et difficiles à utiliser, notamment parce que souvent, les organisations qui produisent des sites produisent des sites avec un contenu et une structure qui reflètent les intérêts internes de l'organisation plutôt que les besoins de l'utilisateur sur le site. C'est pour ça que sur le site de McKinney, on vous met en gros, on se positionne sur la tech et on recrute, alors vous en fichez. Donc maintenant, on peut se dire, on sait que depuis les années 90, que ça, c'est un bad pattern. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit encore des sites de cette manière? Alors que vous cherchez à en savoir plus, vous voici maintenant projeté dans une nouvelle époque de l'IT Zone, plus particulièrement à Redmond, dans la région de Seattle, aux États-Unis, en 1938, après Unix, ou en 2008. Vous êtes maintenant
directrice ou directeur marketing de chez Microsoft, et vous êtes en train de peaufiner une stratégie pour booster les ventes de votre succès commercial de l'époque qui s'appelle Windows Vista. Il y en a qui rigolent, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est alors qu'en fait, votre boss déboule dans votre bureau complètement furieux parce qu'un de vos concurrents vient de publier ce petit spot publicitaire. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problems. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash. Or if Vista's making your applications run slow, there's Pomegranate Patience. Now, mornings are Raspberry Restart time for That's me. great, PC. Also afternoons, but We should move on. yes, let's move on, Mac, to my line of Vista stress-relieving bath salts. Il s'agit d'un vrai spot publicitaire qu'ils ont fait à l'époque. Hein. Donc c'est une catastrophe. Votre concurrent se moque des déboires de votre nouvel système d'exploitation. Car en effet, vos utilisateurs, las des plantages en série et des incompatibilités matérielles, font le choix de revenir à votre OS précédent, Windows XP, et même pire, pour la première fois, beaucoup d'entre eux vont à la concurrence de la pomme croquée. Donc je ne dirais pas que c'était un échec, ça n'a simplement pas marché. Désolé pour les références politiques dans ce talk. Mais dans cette mésaventure, en fait, 2 chercheurs de chez Microsoft et un de l'université de Maryland s'est demandé si on ne pouvait pas tirer profit de cette situation pour mener une étude scientifique. Et ils ont fait une analyse sur les 50 millions de lignes de code qui représentent les 3404 modules de Windows Vista. Ils se sont demandé si les indicateurs classiques de qualité qu'on peut utiliser dans le logiciel, à quel point ils étaient des bons prédicteurs de panne en prod. Parmi ces indicateurs, vous avez le code churn, c'est la quantité de code qu'on est obligé de modifier à chaque fois qu'on veut faire une modif, une feature. Code complexité, c'est la complexité cyclomatique pour ceux qui connaissent. Dependency, c'est le couplage. Code coverage, la couverture en test. Et pre-release bugs, c'est le nombre de bugs détectés avant la release. En fait, rétrospectivement, ils savent quels sont les modules qui ont des bugs en prod. Donc ils se demandent s'il y a une corrélation entre le fait qu'un module est défaillant et le fait qu'il y avait potentiellement un test coverage qui était vraiment très faible. Mais avant de faire ça, ils ont rajouté un autre indicateur qui s'appelle la structure de l'organisation. Ce qui est très très bizarre, parce que ce n'est pas du tout technique. Donc le truc c'est que pour qu'un indicateur là soit un bon prédicteur de panne en production, il faut que le precision et recall ça soit le plus proche de 100%. Je ne vais pas vous expliquer la différence entre les deux, mais c'est ce qui nous permet de savoir si ce sont des bons prédicteurs de panne. Et voici les résultats de cette étude. Et de manière complètement surprenante, le meilleur prédicteur de panne, c'est la structure de l'organisation. Donc dans cette étude de 2008 qui s'appelle « The Influence of Organizational Structure on Software Quality, an Empirical Case Study », les chercheurs ont démontré que dans le cas de Windows Vista, l'état de l'organisation était un meilleur prédicteur de bugs en prod que des trucs comme le test coverage. Donc pour paraphraser Peter Drucker, Organization eats code quality tools at breakfast, c'est pas Sonar qui va vous sauver si vous faites du safe. Il y en a qui voient de quoi je parle, je vois. Donc en réalité, les chercheurs là essayaient de démontrer un postulat qui avait été émis plusieurs décennies avant de cela, en 1975, par le docteur Frederick Brooks dans un bouquin qui s'appelle « Le mythe du mois homme », du jour homme, hein, si vous ne connaissez pas le mois homme, donc Mythical Man Month, dans lequel il expliquait que la qualité du produit était grandement affectée par la structure de l'organisation. Au passage, ce livre est fortement dérecommandé aux adeptes du diagramme de Gantt, le risque de malaise vagal, dans leur cas, est trop important. Est-ce que vous sentez cette petite sensation derrière la nuque? C'est parce que vous venez d'être projeté maintenant dans une nouvelle époque. Alors ça, c'est pour être sûr que vous restiez réveillés. Mais ça, c'est le son du train qui vous amène à Courbevoie, en région parisienne, plus particulièrement en gare de la Défense, en 46 après Unix, en 2016. Vous êtes maintenant architecte dans une grande multinationale qui fait du voyage en ligne. Vous avez notamment défini l'architecture du système de réservation de billets de train comme suit. Avec les équipes de développement, vous avez déterminé que c'était la meilleure solution pour répondre aux besoins, qui est que votre entreprise vend des billets de train à travers le monde entier.
Le problème, c'est que la manière de faire du train dépend de chacun des pays. C'est ce qu'on appelle un marché domestique. Et votre entreprise ne veut pas faire du code custom pour chacun des pays. C'est pour cela que cette architecture a été faite avec 3 briques qui sont agnostiques des pays. Donc, on a Rail Supply qui se charge de l'interconnexion avec les transporteurs, type SNCF en France, SNCB en Belgique, ils ne sont pas très originaux, mais c'est pas grave, Renfe en Espagne, etc., pour avoir une API fédérée. Au-dessus, on a Rail Shopping, toute la logique métier, comment je sélectionne mon train, comment je le recherche, comment je choisis mon siège, etc. Puis la user interface. Donc cette architecture a été définie il y a 3 ans. Il est maintenant temps pour vous, en tant qu'architecte, de descendre de votre tour d'ivoire pour aller voir ce que les développeuses et développeurs ont fait, parce que vous avez notamment eu vent que, bien que ces logiciels soient nouveaux, eh bien, ils sont déjà très difficiles à maintenir en production. Vous jetez alors un œil au code et, stupeur, il a été produit exactement ce qu'on ne voulait pas. Chacune des briques était découpable par pays avec un if mon pays. Mais que s'est-il passé? Parce que là, en fait, il y a des fonctionnalités qui se sont vues dupliquées par pays au lieu d'être réutilisées comme il était prévu. Est-ce un manque de compétences des équipes de développement? Après quelques investigations, vous vous êtes rendu compte que cela venait d'une croyance du management qui s'appelle la feature team. Alors, feature team, ça peut aider, mais alors pour ceux qui ne connaissent pas, le concept de feature team, c'est le fait de permettre à une équipe d'intervenir dans toutes les strates en fait, du système d'information pour implémenter une feature. Mais généralement, c'est tout un projet, et une fois que c'est fini, ils vont faire autre chose, et qui va faire ça? Personne ne sait. Et là, dans ce cas-là, c'est un vrai cas, hein, ce que je suis en train de vous raconter, j'ai juste caché le nom de l'entreprise, parce que j'y étais. Et c'est pas la SNCF, parce que la SNCF me dit « mais c'est de moi que tu parles ?» Non, je n'ai jamais bossé pour toi d'ailleurs. Et en fait, là, le management disposait de 3 équipes. Et pour pimenter le truc, 3 équipes sur 3 time zones différentes, parce que sinon, c'est pas drôle. Et ils se sont dit que ça allait être plus simple à gérer si on les spécialisait par pays. Parce que le plan de release en prod, c'était de d'abord réaliser un MVP pour la France, ensuite, j'ai mis quoi, l'Angleterre, et puis l'Allemagne. Mais le truc, c'est que chacune de ces équipes ont leur propre manager, leur propre objectif, leur propre deadline, mais codées toutes dans la même code base. Donc cette croyance et la pression de livrer a fait qu'en fait, chacune des équipes a voulu sécuriser en fait, ses deadlines en faisant un if mon cas, pour ne pas péter en fait, les autres équipes à côté. Et le pire dans cette histoire, c'est que comme l'ownership de chacun des composants n'est pas clair, personne ne veut payer le remboursement de la dette technique. Et c'est pour ça qu'on a que tout ce système-là est difficile à maintenir en production. Donc il semblerait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message. Il semblerait que votre expérience utilisateur et votre conception produit, la qualité du produit et du code, et votre architecture soient grandement impactés par votre organisation. Alors jusque-là, on n'a vu que des symptômes, mais qu'est-ce qui peut expliquer ces phénomènes? Alors pour trouver la raison de tout ça, il va falloir qu'on fasse un gros bond dans le temps, et cette fois-ci, on va retourner en 1968. Comme quoi, on n'invente plus rien à notre époque. C'était mieux avant, truc de vieux. Je rigole, hein. C'est pas vrai, on a inventé des super trucs à notre époque. Et donc, en fait, Melvin Conway publie un article qui s'appelle « How do committees invent ?», dans lequel il s'intéresse à la manière dont les organisations ont de designer des systèmes. Et là, on va faire un petit exercice assez marrant que vous allez tous pouvoir reproduire dans vos boîtes, mais ne le dites pas très fort à vos managers. Mais c'est pas grave. Prenons un système e-commerce. Là, je vais vous donner un exemple avec 4 sous-briques qu'on appelle aussi des sous-systèmes. Qu'est-ce qu'on a? On a un système dédié à la gestion des utilisateurs. Shopping, c'est les fonctionnalités de je rajoute des trucs dans mon panier et les catalogues de produits qu'on a sur le site. Le paiement et billing, c'est la facturation. Un système, ça peut être n'importe quoi, depuis une page web jusqu'à tout un produit logiciel, mais ça peut être votre montre, ça peut être une voiture. Et Melvin Conway se demande s'il n'existerait pas une relation entre la structure du système et celle de l'organisation qui l'a produit. Donc il fait un petit exercice, il remarque que quel que soit le contexte, dans une organisation, vous allez être capable de trouver une équipe en charge de définir le système, l'implémenter, le mettre en prod, etc. Pour que le système dans son ensemble puisse fonctionner, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer. Une interface, dans notre métier, ça peut être une API à travers laquelle vous transmettez de la donnée.
Mais Conway remarque que si deux sous-systèmes doivent s'interfacer, alors les équipes qui sont en charge doivent avoir une communication un peu formelle pour négocier une spécification de cette interface, un contrat. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que dans nos entreprises aujourd'hui, cette communication soit facilitée par une coordinatrice ou un coordinateur qui s'appelle Product Owner ou Scrum Master. Ce qu'il remarque aussi, c'est que si vous avez deux sous-systèmes qui ne s'interfacent pas, comme ici Billing et Shopping, alors les équipes qui en sont en charge n'ont pas plus de raison de ça que de communiquer. Conway démontre alors qu'il y a une relation étroite entre la structure de l'organisation et celle du système qu'ils produisent. Cependant, il n'est pas rare, en fait, qu'une équipe soit en charge de plusieurs sous-systèmes. Dans tel cas, la structure de l'organisation devient une version compactée de celle du système. Et des fois, c'est l'inverse, parce que vous pouvez avoir plusieurs équipes sur le même système. Alors du coup, cette similarité de structure entre l'organisation et le système produit, c'est ce qu'on appelle un homomorphisme. Là, il y en a qui ont peut-être des symptômes post-traumatiques de maths, notamment en terminale. Et on pourrait croire qu'en fait, en disant ça, Melvin Conway n'a pas inventé l'eau chaude. Mais c'est là qu'est le drame, en fait. Parce qu'un homomorphisme, ça va avoir des propriétés qui vont grandement nous embêter. Et je vais vous donner des exemples. Admettons que la structure du système n'est pas du tout définie. On est au début d'un projet, on analyse le besoin, et là, le management a déjà décidé d'une organisation comme suit. Je pense que vous le savez, pour répondre à un problème, il y a plusieurs solutions possibles, et le rôle de l'organisation, c'est de comparer ces solutions vis-à-vis de leurs avantages et leurs inconvénients pour choisir la meilleure. Faisons en sorte ici qu'on limite les solutions possibles juste à ces deux-là, et faisons comme si nous étions omniscients, et disons que la deuxième solution là est la meilleure. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on voit qu'entre le système user et billing, il y a une interface dans la deuxième solution, mais pas dans la première. Et on a aussi un système checkout ici, qui n'existe pas en haut, mais dont la responsabilité était répartie entre shopping et paiement. Donc la question à 1 million d'euros, là, c'est est-ce que cette organisation va être en mesure de découvrir et choisir le deuxième système qui est le meilleur, enfin le deuxième design qui est le meilleur? En fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que dans cette organisation, il n'y a pas de communication formelle entre user et billing, il n'y a pas d'équipe checkout. Donc si on applique la loi de l'homomorphisme, eh ben, ils vont plutôt choisir le premier design. Mais pourquoi? Eh bien simplement parce que les équipes user et billing ne vont jamais avoir conscience qu'en discutant ensemble, ils vont pouvoir trouver un meilleur design pour le système en rajoutant cette interface. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est pour les équipes shopping et paiement. Parce qu'en fait, ils vont avoir énormément de mal à faire émerger un système qui est à l'intersection de leur propre scope, parce que le management a prédéfini leur scope. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le management a conditionné leur manière de réfléchir vis-à-vis du problème. Et je pense que vous le savez, mais une organisation dans une entreprise, ce n'est pas hyper flexible. Donc, pour qu'elle puisse être... pour que sa structure de communication change, ça va être compliqué. C'est pour cela qu'en fait, cette organisation va être contrainte de produire un système qui lui ressemble. Et plus votre organisation est grosse, plus ce phénomène sera prononcé. En fait, ce que dit Conway, c'est que le fait même de choisir une organisation veut dire que vous avez fait de manière explicite ou non des choix de design. Et le fait même de choisir une organisation va mécaniquement réduire le champ des solutions possibles en excluant potentiellement des designs pouvant être meilleurs. Alors ça peut paraître un peu très théorique tout ça, mais Conway donne un exemple d'une structure qui, dans les années 60, était composée de 8 personnes et qui devait construire un compilateur Algol et un compilateur COBOL. Donc Algol et COBOL, c'est vraiment des langages de vieux, même si j'en ai fait, pas de l'Algol, du COBOL, et un compilateur, c'est ce qui permet de traduire un code source en langage machine pour avoir un programme exécutable. Donc cette structure, parce qu'elles avaient des problèmes de timing et de budget, ils ont décidé de répartir en 2 sous-groupes, 5 personnes sur le compilateur COBOL et 3 sur le compilateur Algol. Le résultat a été que le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases, alors que le compilateur Algol en 3. Alors que c'est à peu près les mêmes types de logiciels. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cette opération. En 1996, il y a Tom Cheetham qui dit que si vous demandez à 5 personnes de vous faire un compilateur COBOL, il s'exécutera en 4 phases au lieu de 5, simplement parce qu'il faut bien que quelqu'un fasse le manager.
Alors, le truc, c'est que Conway, en fait, explique bien pire vis-à-vis des effets de l'homomorphisme. Je pense que vous le savez, mais généralement, au début d'un projet, on ne met pas énormément de monde dessus. On a peur que les gens se marchent dessus, on ne sait pas trop où ça va, donc imaginons que là, on met 2 personnes. Mais le truc, c'est que généralement, un manager n'est pas très loin. Et un manager sait qu'on lui fera un reproche de faute de management s'il rate sa deadline et qu'il n'a pas en fait, mis en œuvre toutes les personnes dont il avait à sa disposition. Ce qui va créer une forme de pression en fait, sur les designers initiaux, là, qui préféraient peut-être continuer à se battre contre la complexité du besoin afin de la réduire, trouver une solution, plutôt que fragmenter la compréhension du besoin et son analyse en déléguant à d'autres personnes. Mais généralement, le management juge qu'il est trop risqué de procéder ainsi, donc ils ne vont pas avoir d'autre choix que de déléguer à d'autres qui vont être eux-mêmes renforcés pour maximiser les chances d'atteindre la deadline. Selon Conway, ça c'est dû à une fausse croyance du fait que le travail est quelque chose, l'effort du travail est quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que certaines personnes, notamment les gens qui font du bon Gantt, avec du bon cycle en V, pensent que le travail de 2 personnes sur 4 mois, c'est équivalent au travail de 4 personnes sur 2 mois. Les fameux jours hommes. Eh bien, pour se moquer de ça, en 1975, Frederick Brooks explique qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes que vous assignez à la tâche. Mais revenons à notre organisation qui a grandement grandi. Je pense que vous le savez, mais dans les entreprises, il y a des règles managériales. On va dire double pizza team, un manager par équipe, un manager ou une manager ne peut pas avoir plus de 2 équipes. Et ces règles, en fait, vont faire en sorte que mécaniquement, une organisation va naître. C'est-à-dire qu'on va avoir une organisation avant même d'avoir décidé ce qu'on voulait produire comme système. Et une fois que l'organisation existe, elle sera utilisée. Et le truc aussi, c'est que maintenant qu'on a plein de gens, il faut bien les occuper. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le besoin, il va être arbitrairement réparti et encore réparti pour que tout le monde ait un bout du problème. Et ce qui fait que des intersections comme cette zone en gris, là, ça va être très difficile pour les équipes de les détecter. Parce que, encore une fois, c'est le management qui a défini des scopes qui vont agir comme des œillères pour les équipes. Et ces scopes, ces œillères, c'est ce qu'on appelle les silos. Donc c'est pour ça qu'en fait, Conway dit qu'il n'existe pas de groupe de design qui est à la fois organisé et non biaisé. Alors, il va aussi décrire un truc assez marrant que je pense que vous avez peut-être déjà noté. Il le dit, alors de manière théorique, il explique que la qualité de la communication s'est désintégrée au moment où il y a eu délégation. Ça sonne bizarre, mais vous allez voir, c'est très simple. Les designers initiaux, là, eux, ils ont le savoir, ils ont commencé par analyser le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va leur demander quand les nouvelles personnes vont arriver ? De prendre la hauteur, faire du transfert de connaissances et faire de la coordination et prendre le lead. Mais ça va être au prix, en fait, de leur propre compréhension du problème, parce qu'ils vont prendre de la hauteur. Ce qui fait qu'en plus, avec cette superbe organisation maintenant, si vous avez 2 personnes dans des équipes qui sont hiérarchiquement éloignées, le process de décision a été rendu beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Si ces personnes doivent s'accorder sur une interface, par exemple, et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est quoi la règle ? On remonte à un niveau de la chaîne de délégation en impliquant des personnes qui sont éloignées de l'analyse du problème. Et si ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre d'accord, on remonte encore d'un niveau, et là, potentiellement, on va impliquer une personne qui, des fois, n'est pas technique du tout, et on va lui demander de prendre une décision en 1 heure. C'est pour cela que, généralement, dans les organisations, la structure de communication entre les gens va tendre vers la structure hiérarchique de l'entreprise. Et par homomorphisme, en fait, ça va se retrouver dans le système qui est produit. Selon Conway, c'est pour ça que les militaires ont tendance à créer des systèmes qui ressemblent à leur organigramme. Et d'ailleurs, si vous avez déjà fait du COBOL, c'est organisé comme un régiment militaire, mais vraiment, avec des divisions, et dans chacune des divisions, il y a des sections. Donc ce que dit Conway, c'est que la structure des grands systèmes tend à se désintégrer pendant le développement, qualitativement plus que pour celle des petits systèmes. Et pour vous donner une illustration de cette désintégration de la communication, Frederick Brooks l'illustre très bien. Il disait qu'à l'époque où on avait 3 personnes dans l'équipe, il y avait 3 canaux de communication. Mais quand on est monté à 11, on n'est pas monté à 11 canaux, on est monté à 55 canaux de communication. Ça veut dire qu'en fait, l'effort de communication n'est pas linéaire, et par conséquence, en fait, l'effort du travail ne peut pas l'être non plus. On a aussi vu tout à l'heure qu'une équipe de 3 personnes ne vont pas designer un système qui va ressembler à celui designé par 11 personnes.
Et Conway rajoute d'ailleurs que, par expérience, 3 personnes bien choisies vont vous faire un meilleur design, parce que, en fait, toutes les hypothèses de paralysation qui sont vraies quand on épluche des pommes de terre, eh bien, partent en fumée quand vous designez des systèmes. Et en fait, cette tendance qu'on peut avoir dans le management à rajouter de plus en plus de gens pour maximiser l'atteinte à la deadline et accélérer le process, va faire tendre l'organisation sur sa forme bureaucratique, en fait, avec des surcoûts de communication et de synchronisation. C'est pour ça que, de manière complètement contre-intuitive, Conway dit qu'au bout d'un moment, il va être nécessaire de restreindre la communication pour que les gens puissent faire leur travail. Qui ici s'est déjà plaint d'avoir trop de meetings et trop de cérémonies? Ouais. Les autres, vous êtes des étudiants. C'est pas un jugement, hein. Mais généralement, tout le monde se plaint d'avoir trop de meetings dans le métier. Et maintenant qu'on sait ça, et qu'on connaît les effets de l'homomorphisme vis-à-vis de la communication, qu'est-ce qu'on peut dire des organisations at scale, sur étagère, complètement agnostiques de ce qu'on doit produire, qui s'appellent... Il y a des gens qui ont crié « safe ». Si vous ne connaissez pas ce truc-là, vous avez beaucoup de chance, mais c'est en fait un framework d'organisation avec un graphe complet de communication et de hiérarchie. Et qu'est-ce que vous allez produire? On ne sait pas. Et d'ailleurs, maintenant, dans la version 6, parce qu'ils ont des versions, en fait, des certifications versionnées, ils sont très forts, il faut faire de l'IA. Mais c'est pas grave. En tout cas, moi, d'expérience, je sais ce que ça va produire. Par homomorphisme, c'est un truc qui s'appelle le monolithe distribué, mais leur dites pas, ils vont être très vexés. Alors, la loi de Conway, je ne vous l'ai pas encore réellement dite. Mais ce que dit Conway, c'est que les organisations qui designent les systèmes vont être contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est pour cela que, quand vous étiez sur le site de McKinney, la première chose que vous avez découvert, c'était l'organisation, l'organigramme même en partant du haut. Et plus vous descendiez dans les pages, plus vous descendiez en fait dans la hiérarchie. C'était quand même un truc de dingue. J'étais très content de trouver cet exemple en prod encore en 2023. Et le deuxième truc que vous avez découvert, eh bien, en fait, c'est le fait qu'ils aient une structure matricielle. Alors, vous en fichez, hein, avant même de savoir comment ils répondaient à votre besoin. Ça, c'est un très bon exemple en prod, où leur structure de communication entre les gens a tendu vers leur structure hiérarchique et qui a fini par se refléter dans le système qui est produit. Dans le cas de l'agence de voyage en ligne, on avait pensé à un système pour qu'il soit agnostique de chacun des pays, mais les équipes ont elles-mêmes en fait construit des systèmes qui étaient découpables par pays parce que le management les a organisés par pays. Et dans le cas de Windows Vista, vous avez découvert que la qualité de l'organisation avait plus d'impact sur la qualité en fait, du système que les autres indicateurs classiques. Et ça, c'est un effet homomorphique. En fait, une propriété d'un côté a effet sur la même propriété de l'autre côté. Je ne vous ai pas expliqué ce qu'ils mettaient dans Organizational Structure. Je vous ai listé 3 postulats qu'ils ont vérifiés. Il y en avait 8, mais ils sont tous à peu près de la même sensation. En fait, ce qu'ils ont vérifié, c'est le fait qu'une grande perte des membres de l'équipe affecte la rétention de connaissances et donc la qualité, que plus les contributeurs et contributrices à un composant appartiennent à la même équipe, plus grande est la qualité, et plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui l'éditent, meilleure est la qualité. Bizarrement, on est complètement aux antipodes de la désintégration de la communication que disait Conway. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Alors, je suppose que là, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce qu'on peut éviter cette loi? En fait, vous ne pouvez pas. C'est comme ça. En revanche, vous allez pouvoir apprendre à mieux gérer ces effets. En fait, Conway dit que l'effort de design doit se faire selon le besoin de communication. C'est-à-dire que quand vous avez un besoin, il faut d'abord réduire sa complexité en sous-problèmes, qui soit plus facile à résoudre, et ça va vous donner vos sous-systèmes. Ensuite, il faut réfléchir à comment ces systèmes doivent s'interfacer pour que le système dans son ensemble fonctionne, et ça, grâce à ça, vous allez être capable d'être en mesure, en fait, d'avoir une organisation qui, dans une structure où sa communication sera restreinte à son strict nécessaire, selon les besoins d'interfaçage. Et comme ça, vous avez des zones d'autonomie pour les équipes, sans surcoût de synchronisation et de communication. Cependant, on sait que, généralement, le premier design n'est jamais le meilleur et qu'en plus, ses besoins évoluent dans le temps. Mais ça veut dire, du coup, que cette organisation doit être flexible de telle manière à ce qu'elle puisse continuer à designer de manière efficace. Donc là, Conway, sans expliquer comment faire à chacune des étapes, vient de décrire une nouvelle classe de design
et de méthode d'organisation qui sera nommé bien plus tard, en 2010, en Inverse Conway Maneuver, manœuvre de Conway inverse. Ça, c'est un nom qui a été donné par Johnny Leroy et Matt Simmons en 2010, donc je l'ai dit, dans un article qui s'appelle Dealing with Tricky Legacy Platform. Le principe, c'est que, comme vous l'avez compris, les silos, c'est ce qui ne permet pas les équipes de travailler de la manière la plus efficace que soit. Donc il faut casser ces silos en se réorganisant. Cependant, il y a des contextes où la réorganisation, ça ne va pas être évident, ou même ça ne va pas être possible. Donc rappelez-vous un truc, c'est que c'est la structure de communication en fait, qui sera reflétée dans le système produit et pas directement les hiérarchies. Donc ça va être plus facile d'agir sur la communication entre les gens plutôt que aborder ce sujet épineux d'une réorganisation administrative. Mais en 2015, l'IT Zone voit l'essor des microservices. Et James Lewis, Technical Director chez Southworks, a eu cette drôle d'idée avec ses équipes de dire qu'en fait, une organisation, elle devrait se focaliser sur une structure qui correspond à ce qu'elle cherche à produire, plutôt que de demander à des équipes déjà constituées de suivre une architecture sur le papier, parce que très bizarrement, ça ne fonctionne pas beaucoup. Alors, ce qui est d'autant plus notable, si on prend un peu de recul vis-à-vis de tout ça, c'est qu'il y a plusieurs observateurs et observatrices dans l'IT Zone qui partagent ce même constat, sans même être de l'école des manœuvres de Conway inverse. Cette fois-ci, on va aller en 2017, et on parlait de Jan Bosch, qui est professeur au Chalmers University of Technology, et c'est l'ancien VP, vice-président du Nokia Research Center. Il a écrit un article qui s'appelle « Structure et stratégie » dans lequel il présente le modèle BAPO. Alors, c'est très simple. Il explique que la première chose qu'on doit faire, c'est de définir comment on veut créer de la valeur pour nos utilisateurs et bien sûr comment on génère du revenu. C'est le B là qui veut dire business et qui est le point de départ en fait de toute cette méthode. Une fois que vous avez défini ça, le business, vous pouvez commencer à réfléchir à l'architecture et les choix technologiques qui vont répondre à ce besoin. Une fois que vous avez l'architecture, là vous pouvez définir les process et le choix des outils qui vont vous permettre de réaliser cette architecture. Et seulement quand vous avez le B, le A et le P, alors vous serez en mesure de savoir quelles sont les compétences dont vous avez besoin dans vos équipes et vous pourrez parler d'organisation. Cependant, ce qu'ils remarquent, c'est que généralement les entreprises ne sont pas BAPO, mais plutôt OPAB. Elles ont une organisation existante, voilà, et par pure convenance, elles vont en déduire des process. On a Jean-Pierre qui est là depuis 10 ans, il est validateur, il va valider. Je ne sais pas pourquoi, mais il va valider en fait. Quelle est la valeur, on ne sait pas. Et ça, en fait, ça va produire une architecture accidentelle qui sera plus drivée par le passé de l'entreprise que par son futur. Et ça va grandement nous limiter dans notre capacité de faire du business et de l'innovation. Et il en sait quelque chose, parce que Nokia, voilà, c'est passé du numéro 1, on ne sait même plus ce qu'ils font aujourd'hui. Donc ce qui est aussi très notable là, c'est que si on revient à Nigel Bevan, dans son papier là, de 98, en fait, il nous donne 5 étapes qui nous permettent en fait, de faire en sorte que la structure de notre organisation ne se reflète pas dans notre site web. Et bizarrement, ces étapes se mappent de manière parfaite avec le modèle BAPO. Alors, ces étapes, elles vont vous permettre effectivement de corriger le problème sur une page web, mais de manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait un produit logiciel ou quand on redesign un système d'information pour éviter les écueils de la loi de Conway? Eh bien, par chance, il y a plusieurs gemmes disséminées un peu partout dans l'IT Zone qui va vous aider à faire une manœuvre de Conway inverse. Le premier, c'est le Domain Driven Design. Il y en a qui ont déjà entendu parler du Domain Driven Design? Très bien. Donc ça va vous permettre de traiter du B et du A, notamment les patterns stratégiques. En fait, il faut savoir qu'en 2023, il y a une révolution dans l'IT Zone avec la publication de ce bouquin par Eric Evans qui dit qu'en fait, il faut remettre au centre du développement logiciel le business. La technique, il faut voir ça après. On part toujours de l'analyse du besoin, et ensuite on fait l'architecture, les choix technologiques, et puis l'implémentation. C'est pour ça qu'en fait, le Domain Driven Design, c'est par deux espaces. L'espace du problème et l'espace des solutions. L'espace du problème, ça correspond au business. L'espace des solutions, c'est les architectures. Et pourquoi on fait cette séparation? C'est parce qu'en tant qu'ingénieur, on a tous ce biais. À chaque fois que quelqu'un vient nous expliquer son problème, on est déjà en train de construire une solution dans notre tête. Il n'a pas fini d'expliquer. Du coup, on va se dire « Ah, super, là, je vais faire du reste », puis il continue à expliquer « Ah ouais, non, mais ça ne va pas être possible parce qu'on a du reste dans la tête. » Alors que si on avait fait autre chose, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut séparer ces deux espaces.
On analyse le problème, ensuite on définit la solution. Alors comment on fait? On utilise les patterns du Domain Driven Design stratégique, et c'est très simple. Pour analyser le besoin, on met dans une pièce les expertes et les experts du domaine métier, et pas besoin d'une organisation, juste des personnes pluridisciplinaires, et ils analysent le besoin. Et le but, là, en fait, c'est de faire émerger tous les concepts métiers, leurs caractéristiques, les logiques métiers, de telle manière à modéliser, en fait, le flux de création de valeur dans le logiciel. Ça, on le fait au moyen d'un atelier de design émergent qui s'appelle un event storming. Ça a été théorisé par Alberto Brandolini. Il y en a qui font des event storming? Ouais, cool. Regardez, c'est vachement intéressant et c'est très facile. En fait, le but, alors je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est chacun va écrire en fait sur des post-it les événements métiers qui ont de l'importance dans le problème qu'on cherche à résoudre, puis après on va les ordonner sur une timeline. Donc ça va comme ça, on va modéliser les flux de création de valeur. Et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on va regarder un petit peu, on va lister les concepts métiers, on va regarder où ils évoluent, on va voir que certains évoluent ensemble, d'autres apparaissent au bout d'un moment, et ça va nous créer des espaces. Et en fait, ces espaces, c'est ce qui va vous donner vos sous-systèmes, ou enfin vos domaines métiers et vos sous-systèmes. C'est ce qu'on appelle dans le domaine Driven Design des bandits de contexte. Et là, on est sur le point de départ pour définir l'architecture de nos systèmes, donc aller dans l'espace de la solution. Et là, ce qu'on fait généralement, alors en fait, en vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, mais on peut utiliser un truc qui s'appelle un context map. Ça, c'est le seul moyen architecturel que je connais qui permet de prendre en compte les effets de la loi de Conway. Je vous explique comment ça marche. D'abord, on liste tous les systèmes, puis on dit comment ils doivent s'interfacer. Là, par exemple, j'ai une interface entre paiement et shopping. Et là, OHS, c'est Open Host Service, vous ne savez pas ce que c'est une API. Ensuite, on va regarder les relations de force entre ces domaines, d'un point de vue métier. Et imaginons que là, ils soient mutually dependent. Donc il y en a plusieurs, mais on va voir que celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes capable de mettre des trucs dans votre panier, mais vous ne pouvez pas payer, ça ne sert à rien. Et si tu peux mettre des trucs dans ton... j'ai dit lequel, là? Je ne sais plus. En gros, si tu peux mettre des trucs dans ton panier et tu ne peux pas payer, ça ne sert à rien. Si tu peux payer et que tu ne peux rien mettre dans ton panier, ça ne sert à rien. Donc en fait, s'il y en a un des deux qui sont en échec, les deux seront en échec. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on va regarder comment les équipes, en fait, elles travaillent par-dessus et voir s'il y a des orthogonalités. Imaginons qu'elles soient dans un mode Customer Supplier. Ça veut dire que l'équipe paiement doit faire prioriser dans la backlog de l'équipe shopping ses besoins. Et potentiellement, shopping va faire OK, ou pas, en fait. Parce que l'équipe shopping, d'ailleurs, va servir aussi d'autres équipes. Et est-ce qu'elles ont intérêt de faire ça? Dans ce cas-là, non. Parce qu'en fait, si paiement est en échec, eux-mêmes seront en échec. Quand je parle d'échec, c'est l'échec technique, ça plante en prod, ça peut être aussi l'échec fonctionnel, ou bien le succès commercial. S'il y a un des trucs qui n'a pas de succès, les deux seront en échec. Donc peut-être qu'au lieu de travailler comme ça, ils devraient faire ce qu'on appelle un partnership, et travailler plus étroitement ensemble. Ça veut dire qu'ils vont faire leur release différemment, etc., etc. Donc je ne vais pas tout vous expliquer, mais c'est l'idée, en fait, d'un context map. Donc là, on peut gérer les effets de la loi de Conway. En tout cas, les modéliser pour pas que ça finisse dans notre système. Pour ça, je vais passer rapidement. Alors, c'est cool, mais le domaine Driven Design stratégique, ça ne va pas vous donner beaucoup de billes sur comment s'organiser. Notamment, ça ne vous dit pas s'il faut plusieurs équipes par système, et ça ne va pas parler des équipes un peu plus en support de la création de valeur, qui traitent de la complexité obligatoire, qui sont les Ops, par exemple. Mais heureusement pour nous, en 2019 sort Team Topologies de Matthew Skelton et Manuel Pais qui va traiter du process et de l'organisation. Ça, c'est une méthode d'organisation dynamique qui s'inscrit dans les manœuvres de Conway inverse et qui est complètement complémentaire avec le Domain Driven Design. Alors, c'est assez surprenant la manière de faire, mais c'est hyper intéressant. C'est des choses que moi j'ai implémentées chez certains de mes clients. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez comment généralement on structure une équipe. Généralement, on a un système, il est compliqué, il est complexe, et on rajoute autant de personnes qu'on pense nécessaires pour gérer la complexité du système. Team Topologies se dit, non, mais il ne faut pas faire ça, en fait. Ça ne marche pas. Il faut plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire limiter limiter la taille des systèmes à la charge cognitive des équipes. Donc ça veut dire qu'en fait, une équipe doit être en mesure de pouvoir spécifier, builder, mettre en prod, opérer en prod un système
de manière à ne pas être sous l'eau et de pouvoir le faire efficacement. Donc ça veut aussi dire que chaque système doit avoir un seul ownership clair avec une équipe avec assez de bandwidth pour le traiter. Donc je ne vais pas tout vous expliquer de Team Topologies, mais ça c'est un des shifts importants dans le process. Mais je vous ai parlé aussi que c'était un pattern dynamique. Mais pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. On va revenir à notre système e-commerce. On avait les équipes shopping et paiement. Disons qu'elles commencent à détecter que ça frotte un peu entre elles là, sur leur interface et qu'elles se rendent compte qu'il y a des trucs un peu dupliqués de part et d'autre. Team Topologies théorise 3 modes d'interaction. Et là, on ne va pas tous les voir, mais en fait, ce que dit Team Topologies, c'est que dans ce cas-là, ils vont rentrer dans une phase qu'on appelle la collaboration. On a l'impression qu'ils enfoncent des portes ouvertes, mais c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que comme ils vont devoir résoudre un problème qu'ils n'ont pas l'habitude de résoudre, eh bien, leur charge mentale va augmenter. Parce que notamment, ils vont devoir continuer à répondre à leurs travaux sur chacun de leurs systèmes, en fait. Mais par contre, comme ils vont travailler de manière beaucoup plus proche, ils vont être en mesure de trouver un meilleur design. Et il faut que cette phase soit la plus courte possible parce que, comme je l'ai dit, la charge mentale est généralement assez haute. En admettant qu'ils définissent qu'il faut un système checkout entre elles, eh bien, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce système représente trop de charge mentale pour chacune des équipes pour qu'il puisse être géré par eux? Si oui, ce que dit la méthode, c'est que dans ce cas-là, il faut constituer une nouvelle équipe, checkout. Et là, ce qui est intéressant, c'est que comme on a les interfaces entre shopping, checkout et paiement, on va rentrer dans un autre mode d'interaction qui s'appelle le X as a service, qui veut dire qu'en fait, l'équipe shopping là, va devoir fournir un service qui est humain et technique à checkout, comme par exemple une interface qui est assez documentée pour que checkout soit assez autonome dans son intégration. Mais il faut aussi qu'il y ait tous les mécanismes de remontée de besoins, etc. Et de telle manière à ce qu'on restreigne au maximum la communication. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer, il y a 3 modes d'interaction et 4 typologies d'équipes. Généralement, les ops, là, sont les équipes plateformes. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur teamtopologies.com et sachez que c'est ce qu'utilise Docker aujourd'hui comme pattern d'organisation. Alors maintenant, grâce au Domain-Driven Design et Team Topologies, vous êtes en mesure de pouvoir faire une Inverse Conway Maneuver à travers le modèle BAPO. Si vous avez des doutes, sachez qu'une étude scientifique qui a été publiée en 2018 qui s'appelle Accelerate, c'est un bouquin que je vous invite à lire parce qu'il est super bien, qui dit quels sont les critères de performance en fait, dans le logiciel, enfin de performance en termes de delivery, et cette étude amène son support sur l'efficacité des manœuvres de Conway inverse. Mais avant qu'on se quitte, sachez que ça n'est pas une baguette magique. Pas du tout. En fait, comme le dit Mathias Verras dans son article de 2022, vous réorganiser ne va pas vous garantir d'avoir le design espéré, notamment si votre système est rigide à la modification. Donc, la réorganisation, dans ce cas-là, va avoir des impacts très limités si vous ne pouvez rien modifier. C'est pour cela, enfin, d'une autre manière, de le dire d'une autre manière, c'est une réorganisation ne va pas corriger un problème de design si le système est rigide. Donc ça veut dire que d'abord, il faut mettre de l'effort sur le remboursement de la dette technique, rendre le truc plus flexible d'un point de vue design, et après on peut commencer à parler de manœuvre de Conway inverse. Et la loi de Conway, c'est une contrainte sur ce qu'on applique, et on n'a pas le choix, ça va s'appliquer. La manœuvre de Conway inverse, c'est un outil pour gérer ses effets sans que ce soit une silver bullet. Alors, rappelez-vous, c'est j'essaye de jouer sur la communication entre les gens pour que ça cale avec le système que je cherche à produire. Si j'y arrive pas, si ça ne change rien, on essaye d'attaquer au niveau de la réorganisation. Mais la réorganisation, alors déjà, en tant que dev, ce n'est pas nous qui avons la main dessus. Mais bref, en tout cas, si vous avez la main dessus, sachez qu'il ne faut pas dégainer ça toutes les 2 semaines, sinon vous allez cramer les gens. Et si vous ne pouvez pas vous organiser et que vous ne pouvez pas changer la com, eh bien, ça veut dire que vous allez devoir faire des trade-offs en termes d'architecture et donc de business. Je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, une ESN parisienne, nantaise et lyonnaise, spécialisée dans le domain-driven design et le software craftsmanship. Et dans ma grande bonté, eh bien, je vous ai ramené au Kind Arena, mais restez alerte et faites attention à vos croyances, sinon vous risqueriez d'être à tout jamais bloqué dans l'IT zone. Merci.